Mesdames, Messieurs, il est 11h03. Notre webinaire dure 1 heure. C'est un rendez-vous qui sera concis, qui sera intense. Je nous invite à le démarrer sans plus attendre. Les personnes qui se connecteront prendront le train en marche. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Antoine. Je travaille pour l'équipe marketing d'Ecolern. Je serai le modérateur de ce rendez-vous. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire sera achat et sobriété. Quelles compétences pour les acheteurs de demain? Nous allons le découvrir dans ce rendez-vous. Si vous avez des questions et des remarques, je vous le rappelle qu'à tout moment, vous pouvez les partager dans le chat. Je vois qu'il y a une personne qui me dit qu'elle n'a pas de son. J'invite la personne à vérifier ses réglages. Si jamais c'est quelque chose qui devait être partagé, n'hésitez pas à nous le faire remonter. J'ai l'impression qu'a priori, sur la technique, dans l'ensemble, nous sommes bons. Je vous invite donc à partager vos remarques et commentaires comme ça a été fait à l'instant dans le chat. Quelles sont les personnes qui animeront, qui interviendront lors de ce webinaire? Je vous propose de le découvrir sans plus tarder. Les voici, elles s'affichent devant vous. Je vais vous les présenter rapidement. Je commence par Nathalie. Nathalie, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nathalie, vous avez pris le poste de déléguée générale du Conseil national des achats en janvier 2018. Cela consiste à diriger l'association. Vous avez pour cela le soutien de 6 permanentes et de près de 120 bénévoles. Vous agissez dans près de 11 régions avec cet objectif, réinventer, transformer et proposer une nouvelle offre à la communauté achat adaptée à un monde en pleine évolution. Votre mission de délégué général consiste à faire des achats une fonction stratégique, tout en veillant au respect des valeurs du CNA qui sont les suivantes: responsabilité, performance et innovation. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, nous avons Anne-Claire. Anne-Claire, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge des méthodes, outils et RSE des achats pour le groupe Avril. Vous avez une précédente expérience de 12 ans aux achats et au développement durable pour l'entreprise Air Liquide, ce qui vous a amené à déployer les objectifs climat du groupe et la stratégie achat durable, notamment sur les risques de durabilité dans les chaînes d'approvisionnement, sur le thème des achats inclusifs et sur la décarbonation. Sujet passionnant, je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Vincent Goudet. Merci Bonjour. Vincent. Vous êtes le directeur associé de BioGroup depuis la création en 2022. Ingénieur mécanique de formation, vous avez commencé votre carrière en tant qu'acheteur projet et responsable des achats. Vous faites partie de l'équipe des fondateurs du cabinet BioGroup depuis 2022, nous le disions. BioGroup est un cabinet de conseil qui aide les grands groupes et le secteur public à développer des filières économiques performantes et durables. Au sein du cabinet, vous dirigez les activités opérations et formation, et depuis 2022, ce sont plus de 20 000 acheteurs et acheteuses qui ont été formés par votre cabinet. Je précise, c'est pas 2022, mais c'est 2002. Ça fait plus de 2002. 20 ans. Excuse-moi, Antoine. Aucun problème. Merci pour cette qualité d'écoute, Vincent. C'est bien 2002 et non pas 2022. Nous terminons avec un visage qui, sans doute, pour les personnes qui suivent les webinaires Ecolern, vous est familier. Arnaud Herman. Arnaud, ancien directeur développement durable du groupe Accor Hotel, aujourd'hui cofondateur et CEO du groupe Ecolern. Merci à vous quatre d'être présents. Au programme de notre rendez-vous, nous avons eu ce temps d'accueil et une introduction qui sera portée par Nathalie. Nous pourrons ensuite rentrer dans le cœur de la table ronde. Nous vous présenterons ensuite, si cela vous intéresse, les formations Ecolern associées à cette question des achats. Et nous terminerons évidemment avec un temps de questions-réponses avec vous. Au moment de terminer cette phrase, nous sommes 100 participants, participantes. Merci encore pour votre participation, pour votre engouement autour de ce rendez-vous. Je vous souhaite un bon webinaire. Nathalie, la parole est à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine et merci Ecolern pour cette invitation. Donc sur l'achat et la sobriété, quelles compétences pour les acheteurs de demain? Lorsque nous avons préparé effectivement ce webinaire, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'aborder sous plein d'angles différents. Et ce qui va rendre effectivement cet échange très intéressant et auquel on vous proposera effectivement également d'y apporter votre contribution. Bon, on le voit au cours de ces dernières années, se sont succédés un certain nombre de crises, de guerres, de sujets majeurs. Crise Covid, bien sûr, guerre en Ukraine, maintenant le conflit qui se passe en Israël, crise climatique. Et on voit à chaque fois les problèmes que sont entraînés. Quand
on a plein de sujets, vous avez tous été concernés par ça. Au moment de la crise Covid, le problème des équipements, le problème du gel, le problème des gants. Quelques mois plus tard, après la guerre en Ukraine, gros souci sur le blé. Un moment, tiens, il y a plus de graines de moutarde, qu'est-ce qui se passe? Ah, finalement, c'est le dôme de chaleur qui se passe au Canada. Je discute avec un directeur achat, on a un problème pour faire nos crèmes de soins parce qu'il y a plus assez d'huile de palme. Enfin, on le voit, on est quand même, avec toutes ces crises, toutes ces crises qui arrivent, ça crée énormément, de tensions. Puis également sur l'énergie, sur l'eau, sur les ressources agricoles. On voit qu'à chaque fois on s'adapte, on n'a guère le choix, on s'adapte rapidement, on subit tous ces sujets. Mais finalement, le sujet du jour et qui est extrêmement, intéressant, c'est de se poser. Mais finalement toutes ces crises, je crois qu'on est rentré dans un cycle où on n'est pas loin, enfin on va pas en voir le bout avant un petit moment, mais qu'est-ce qu'on fait, dans la durée? Comment on va agir à la fois en interne, qu'est-ce que ça va impliquer comme transformation par rapport à notre fonction achat, par rapport à nos formations, par rapport aux compétences, puis aussi peut-être réagir sur l'offre produit. Donc ça, c'est un sujet qu'on va traiter au cours de ce webinaire, mais également en externe. Le fait de subir, toutes ces ruptures de supply chain, toutes ces conséquences sur la supply chain, nous amène bien évidemment à parler de sobriété. Et puis ce qu'on s'est rendu compte en préparant cette conf, qu'est-ce qu'il y a derrière la sobriété? De quoi parle-t-on? Avant de parler de pilotage de sobriété, finalement, on l'a subi également. Ça recouvre quoi? Ça recouvre notamment le sujet de l'empreinte carbone. Il faut être, sobre sur le sujet. C'est décarboner, mais ce n'est pas du tout que ça. Ça nous amène à parler également voilà, peut-être de réfléchir sur l'offre produit, comment, modifier son offre, comment travailler sur l'économie circulaire, comment travailler sur le recyclage, sur des sujets de souveraineté, sur des sujets de risque. Donc énormément de sujets lorsqu'on commence à tirer un petit peu sur la ficelle. Donc, voilà, c'est ce qu'on se disait, la sobriété, c'est pas que le sujet de la décarbonation dont tout le monde parle en ce moment, même si on va l'évoquer, c'est énormément de sujets et donc tout ça, bien sûr, a des conséquences sur les transformations, des directions achats, sur les compétences, sur la formation et ça, on l'évoquera dans un temps 2. Voilà donc pour le petit mot d'introduction. J'espère qu'Antoine, ça répond à vos attentes et maintenant je pense qu'on peut démarrer, le débat. Merci beaucoup Nathalie, merci pour, cette mise en bouche et d'avoir cerné un petit peu, les différents jalons qui sans doute vont, quadriller ce webinaire. Je me permets de sortir du partage d'écran pour que nous soyons dans quelque chose de plus interactif. On se le disait un petit peu en off au moment de lancer ce rendez-vous. Merci pour cette introduction. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec une première question, que j'adresse à l'ensemble de notre panel. Nathalie, Anne-Claire, Vincent et Arnaud, vous qui êtes experts métiers ou consultants, consultantes sur ces sujets, comment observez-vous aujourd'hui cette question de la sobriété qui a été introduite par Nathalie au sein de vos métiers? On voit que ça interroge l'organisation aujourd'hui des services achats. Quel est votre témoignage de là où vous parlez, de votre expérience? Quels sont les exemples concrets de transformation que vous voyez à l'œuvre? Je propose de commencer par Anne-Claire et nous pourrons ensuite faire passer la parole. Merci. Effectivement, Nathalie commence en questionnant ce que c'est cette, notion de sobriété avant de dire, si elle est subie ou pilotée, il faudrait savoir de quoi on parle. Et en fait, la sobriété, finalement, si elle est pilotée ou subie, ça dit aussi de quel sujet on parle. Dans la sobriété subie, c'est finalement comment on est capable de faire face, aux pénuries. Donc c'est cette notion de, je subis ce qu'il n'y a pas. Et dans la sobriété pilotée, c'est plutôt, ça apporte plutôt une notion de démarche volontaire et anticipée pour arriver à faire face à ce qui pourrait manquer. Et pour faire un parallèle avec tout ce qui est décarbonation, on a à la fois les actions d'atténuation, donc de réduction des impacts de CO2, et les actions d'adaptation. C'est comment l'entreprise vit dans un monde à plus de 3, 4 degrés. Et donc, les actions vont être différentes entre l'un et l'autre, mais les deux sont nécessaires. C'est-à-dire
comment faire face à cette sobriété subie en maîtrisant les risques, en connaissant ses chaînes d'approvisionnement et comment on la pilote, pardon, en maîtrisant les risques et comment on l'atténue en limitant ses impacts et en limitant finalement les besoins. Et une des problématiques qu'on voit actuellement, c'est l'incertitude. Nathalie parlait des crises et effectivement, on a eu des crises qui se sont enchevêtrées et c'est une différence par rapport à des crises précédentes, c'est que on avait une grosse crise, quelques années d'entre-crise et ensuite une autre grosse crise. Et en fait, maintenant, on a une crise qui commence, une autre qui commence avant que la précédente soit finie et en fait, on a un effet cocktail, qui rend très difficile la prospective, l'analyse des impacts potentiels. Donc on vit dans un monde, qu'on appelle VUCA, si vous connaissez cet acronyme qui dit la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté, d'un écosystème, d'un monde et il faut apprendre à faire face à ça et quand on parle de la guerre en Ukraine, par exemple, comment on peut se dire qu'il y a un lien évident entre une invasion d'un pays dans un autre pays et les ruptures d'appro de moutarde dans les rayons de supermarché. Et comment on arrive à anticiper ce genre de conséquences. Et c'est pareil pour les achats, comment un événement peut avoir des conséquences, quand plusieurs événements vont impacter nos chaînes d'approvisionnement. Par exemple, avec le conflit israélo-palestinien, finalement, ça a créé comme conséquence des attaques de bateaux en mer Rouge qui créaient des disruptions sur les chaînes d'approvisionnement, sur le transport maritime. Et donc, les acheteurs doivent très bien connaître leur marché de base, hein, c'est leur métier, mais ils doivent aussi intégrer ces risques et les identifier. Donc la réponse, c'est vraiment savoir cartographier ces risques et en allant bien au-delà du rang 1 des fournisseurs, en imaginant des scénarios qui pourraient arriver et en identifiant les goulets d'étranglement. Par exemple, avec le transport maritime, comment on peut peut-être, pour répondre à ces risques, rallonger, développer les stocks, relocaliser, développer l'interchangeabilité. Donc en fait, on a besoin de mieux comprendre ces chaînes d'approvisionnement pour les simplifier et être au plus près du produit du producteur. Et ça appelle aussi à renforcer ses relations fournisseurs pour vraiment comprendre et simplifier ces chaînes d'appro, être en capacité d'influence avec ce fournisseur et développer la relation fournisseur et l'entretenir quand il y a un problème, il y a un dialogue qui est possible et qu'on est un acheteur préféré finalement. Et aussi, un autre point intéressant, c'est la capacité de l'organisation achat à s'adapter. Et ça, c'est un angle majeur pour tout ce qui est finalement la sobriété pilotée, l'adaptation en fait. Et pour ça, je me souviens d'un échange entre CPO sur les ruptures d'appro. Et les plus affectés en fait par la crise Covid, la guerre en Ukraine, c'était les organisations achats qui me paraissaient les plus matures. Quand j'étais étudiante en master achat, je me souviens que les exemples, c'était toujours le secteur automobile et pour moi, c'était l'image de l'organisation achat mature par excellence et en fait, c'était les plus affectés par ces ruptures d'appro et l'organisation achat, en fait, va devoir faire un travail pour trouver le bon équilibre entre une organisation qui fonctionne extrêmement bien dans un cadre très précis et une organisation achat qui fonctionne plutôt bien dans des contextes plutôt variés. Donc, comment développer une organisation qui intrinsèquement accepte le grain de sable dans les rouages, ce qui est complètement contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a voulu développer jusque-là. Et c'est cette notion d'arriver à développer la résilience ou l'agilité qui fera qu'une entreprise pourra faire face à ces sobriétés subies et les piloter pour celles qui pourraient arriver. Merci Anne-Claire, pour ce premier éclairage. Je passe la parole à Vincent, vous qui avez maintenant un regard aussi de consultant et d'accompagnement sur différentes entreprises, différents contextes, peut-être différents niveaux de maturité. On parlait à l'instant, Anne-Claire. Quel est votre regard sur la question? Alors d'abord, Anne-Claire a vraiment extrêmement bien, résumé et fait le tour d'horizon de cette question entre la sobriété, subie, la sobriété programmée, l'impact sur les fonctions achats, donc je voudrais pas paraphraser ce qu'elle a dit. Je vais, du coup essayer de peut-être de compléter et par rapport, à ce qu'on voit chez la plupart de nos clients.
Quand on doit faire face à ces injonctions, à ces changements brutaux de marché, et aussi à cette nouvelle réglementation, à nos obligations sociétales, environnementales, hem, ça questionne bien la façon de faire les achats. Et elle a bien souligné le fait de passer d'une logique où, on a des stratégies, on l'a vu, hein, traditionnelles, où on va, focaliser sur la réduction du coût. Ça a été le cas pendant des années, au détriment de la relation fournisseur, au détriment, en fait, de questions qui vont bien au-delà du coût. Et on est dans une phase où on va passer de la réduction des coûts, à la résilience. Elle a bien souligné, mais ça interroge la façon de faire des stratégies achats. Et les outils qu'on utilise aussi pour, bâtir des stratégies achats qui sont beaucoup plus prospectives, qui doivent être plus agiles, parce qu'on doit les adapter en fonction de ce qui se passe, sur le marché, hein, les crises climatiques, les crises géopolitiques et cetera. Et déjà, un des premiers éléments qui est, très différenciant, c'est qu'on passe d'une stratégie, où on va gérer un panel de fournisseurs de rang 1 à, on va gérer des filières, on va gérer une chaîne de valeur. Et on se doit, et on le voit, hein, c'est un changement, assez, majeur dans la pratique, de la fonction achat, qui est de passer de, j'ai une stratégie de panel fournisseur à j'ai une stratégie, de filière. Et là, on voit à quel point les entreprises sont, pour certaines, hein, en train de faire le switch, parfois démunies, et d'autres qui sont très en avance. Je vais vous donner un exemple très simple. Anne-Claire a parlé de l'automobile, qui est quand même un des secteurs qui a subi de plein fouet ces crises d'approvisionnement de composants, aussi bien d'électronique et autres. Euh, le luxe. Le luxe est un secteur pour lequel on aurait tendance à croire que les achats ne sont pas forcément stratégiques, ne sont pas très matures. Pourquoi? Parce qu'on sait que la valeur ajoutée, elle est dans le produit, et que la marge d'ajustement de l'achat n'est pas forcément si importante, mais c'est tout l'inverse. Et pour avoir la chance de travailler avec pas mal de groupes dans ce secteur, on voit à quel point ils ont commencé par développer cette expertise de management de filière, de stratégie de la ressource, de la préservation de la ressource. Et par ce fait d'intégrer en fait tous les sujets liés au risque, et qui se retrouvent en fait à chacun des maillons de ces filières, que vous achetiez du cuir, que vous achetiez des matières premières organiques. La question d'impact sur la biodiversité, la question de la gestion du déchet, la question de l'impact sur l'eau, évidemment l'impact sur les émissions de carbone et la préservation de la ressource qui fait l'unicité de ces produits. Elle est au cœur du développement de ces entreprises dans le luxe. Et du coup, ils ont développé des compétences, des expertises très fortes en la matière. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que l'acheteur, il est en train de se déplacer vers un rôle beaucoup plus tourné vers l'externe, vers le management des écosystèmes, de plus en plus complexe, et qui doit prendre en compte beaucoup plus de variables. Et on le verra tout à l'heure, l'impact sur les compétences et sur l'organisation des achats, mais beaucoup de variables quand il s'agit d'intégrer le carbone en études. Mais la nouvelle loi en Europe sur le devoir de vigilance va être assez incroyablement impactante sur l'obligation des fonctions achats de prouver leurs actions, à la fois sociétales, environnementales, sur les droits de l'homme, etc. Euh, ça fait de l'acheteur un acheteur augmenté aujourd'hui. En tout cas, un acheteur beaucoup plus responsable et qui doit se transformer. Et donc, j'ai cité un exemple sur l'impact des stratégies achats. Il y en a d'autres, hein, on pourra en parler, mais je veux laisser la parole à mes confrères. Merci Vincent et un exemple bien choisi sur le secteur du luxe qui visiblement est apprécié, comme l'indique un commentaire qui vient de nous être partagé. Je vous propose d'arriver tranquillement à la fin de cette première question. Anne-Claire Arnaud, Nathalie Arnaud, y a-t-il encore un éclairage que vous souhaitiez apporter? Oui. Alors moi, juste peut-être un petit peu une petite synthèse. Je trouve que quand on aborde le sujet, il y a une notion de temps. On parlait de sobriété subie, sobriété pilotée.
Derrière tout ça, il y a effectivement, à court terme, on doit agir avec, agilité. On en a parlé, ce qui a été le cas en tout cas des entreprises, au fur et à mesure des crises qu'elles ont subies. Donc, être agile, c'est aussi, avoir, des relations, privilégiées avec ses fournisseurs, hein. On parlait de l'importance de la relation fournisseur, maintenant, je veux dire, bien loin, enfin, malheureusement pas toujours le cas, mais l'époque où on était de purs négociateurs, uniquement sur le prix. Il est important d'avoir maintenant des relations beaucoup plus de confiance, de partenariat. Donc c'est ça aussi, on le voit, qui permet de réagir avec agilité, de s'adapter finalement. Bien sûr, comme l'évoquait aussi Anne-Claire, une cartographie des risques, tout le monde n'en a pas. C'est important à un moment de poser cette cartographie et puis voilà, et puis de quelque part la faire vivre aussi. On voit que les risques, ils arrivent parfois, on les voit arriver de partout et on ne sait pas toujours d'où. Et puis l'autre point par rapport à cette notion de temps, c'est plus le long terme, donc la résilience. Ce que j'entends de plus en plus à mon niveau, c'est tout ce qui concerne les datas et la prospective, le fait de pouvoir se projeter. Et ça, c'est un point aussi important parce que on doit effectivement s'adapter. On doit s'adapter pour plein de raisons par rapport à sa problème de supply chain. Mais il faut voir que le sujet de la sobriété aussi une demande forte de la part de ses clients, des consommateurs. Et c'est aussi peut-être marquer un coup d'avance par rapport à ses concurrents. On ne peut pas afficher. Donc, le fait de se poser beaucoup plus sur du long terme, sur la prospective, d'anticiper et de se dire finalement, là, il faut qu'on repense notre produit, qu'on soit peut-être plus sur le recyclage, sur la partie économie circulaire. D'ailleurs, on voit au niveau d'un certain nombre d'organisations, d'ailleurs, ils communiquent beaucoup sur le sujet. Et il y a vraiment ces deux temps, je pense, qui nous amènent à parler de pilotage subi, puis après piloter, mais aussi avec cette notion de temps. Voilà ce que je voulais rajouter, Antoine. Merci Nathalie. Si Et je peux Arnaud, me oui. permettre, Oui. peut-être pour Ah, rebondir sur ce que vient de dire Nathalie, effectivement, les entreprises doivent en tout cas travailler pour équiper la fonction de nouvelles méthodes avec de l'outillage pour gérer ce fameux risque euh, et l'ensemble de ces réglementations. Au-delà de ça, et on voit qu'il y a un peu de retard hein, à l'allumage et que c'est à l'entreprise de prendre le sujet en main, qui va être de plus en plus complexe. Et au-delà de ça, il faut aussi dans le comportement des directions achats et des directions juridiques, il faut aller vers plus de flexibilité contractuelle. Flexibilité dans la relation contractuelle vis-à-vis des fournisseurs pour justement gérer ces changements de contexte, ces changements d'évolution. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans nos métiers. Et du coup, ça demande un effort, ça demande de changer un peu la gouvernance et puis les méthodes associées à ça. Et puis, Nathalie a parlé de partenariat. Euh, le sujet, c'est repositionner la relation entre notre entreprise et les fournisseurs. On le voit, l'approche traditionnelle permet pas de porter on va dire, les enjeux de sobriété, de durabilité et de développement dans le futur. Ça ne se fera qu'avec une collaboration intelligente. Collaboration contractuelle, collaboration sur l'innovation. Et là, on voit que bah, il faut encore changer notre approche, hein, changer notre façon de collaborer, notre façon euh, de concevoir la relation. Encore une fois, donc dans l'entreprise, c'est quoi le nouveau modèle entre les fournisseurs hyper stratégiques, nos fournisseurs performants et autres? Il faut définir des règles, il faut mettre de la souplesse et de l'agilité. Et ça, je voulais rebondir par rapport à ce que Nathalie disait. Et enfin, le dernier sujet qui me semble important, c'est que l'acheteur, il a de plus en plus de responsabilités en matière de communication, autant vers l'interne que vers l'externe. Puisqu'il a plus de responsabilités et qu'il fait plus de choses, il faut qu'il le fasse savoir. Et du coup, il faut absolument qu'on lui donne les outils, les moyens de communiquer intelligemment, de jouer sur la transparence de sa filière, de sa supply chain, et d'amener ses fournisseurs à jouer le jeu. Voilà, en complément, merci Nathalie, mais Alors, ça me paraît intéressant. j'ai encore un point, et après, je ne vais pas prendre tout. C'est aussi tout ce qui concerne les filières. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, on le voit, le côté relation fournisseur est extrêmement important. Moi, ce que je vois aussi, c'est de plus en plus par filière.
Parce que bien sûr, on peut être concurrent, mais on parle de plus en plus de coopétition. C'est-à-dire à la fois on coopère et même si on est concurrent. On le voit par exemple sur les sujets de matériaux critiques, j'entends beaucoup parler en ce moment du cuivre notamment, mais où en fait il y a une nécessité de travailler par filière, pour voir effectivement comment on peut, par rapport à ce sujet de sobriété, travailler ensemble, puisqu'on parle de transformation aussi d'organisation. J'entends parler aussi beaucoup d'économie circulaire, mais tout ça, c'est lourd à gérer. C'est-à-dire qu'à un moment, on va peut-être, cette économie circulaire, il y a peut-être des choses qui vont être recyclées, mais vont partir dans d'autres filières, pourquoi pas? Et ça demande, des transformations extrêmement importantes, extrêmement lourdes et on ne peut pas rester tout seul dans son coin. Donc il faut effectivement que les filières aillent beaucoup plus loin sur ces sujets, de sobriété et notamment sur le sujet, du recyclage et de l'économie circulaire. Et peut-être pour ajouter un dernier mot et on pourra passer à la question suivante, mais on a fait cette, enfin Anne-Claire, tu as fait l'introduction en parlant des différentes pénuries auxquelles on est confronté. On pense assez spontanément aux pénuries de matières premières, d'eau, d'énergie et autres. Mais il y a, me semble-t-il, et pour étendre un peu la discussion, des pénuries auxquelles on ne pense pas spontanément, mais qui, à mon avis, vont avoir des répercussions assez profondes sur le comportement des achats. C'est la pénurie de talents, enfin de personnes, à la fois sur le fait, à double titre, je pense, sur le fait que, on le sait, les grandes entreprises et les entreprises en général ont quand même plus de mal à recruter. Alors, je serais bien incapable de dire si le métier des acheteurs est plus ou moins touché que les autres, mais je pense qu'il est au moins équivalent d'une façon générale. Donc, au jeu, on sait c'est difficile de garder les personnes talentueuses dans l'entreprise. Et d'autre part, alors c'est mon expérience chez Accor, mais j'avais pu remarquer que les fonctions achat me paraissaient structurellement sous-dimensionnées dans cette grande entreprise. Et je crois savoir que c'est assez souvent le cas, ne serait-ce que parce que beaucoup de grandes organisations ont cherché à réduire de façon chronique leur charge de personnel et leurs ressources humaines. Ce qui fait qu'on est sur des fonctions achats qui non seulement voilà, ont probablement pas assez de personnes pour réaliser l'immensité de la tâche auxquelles elles sont confrontées, mais surtout à un moment où la conjoncture, Anne-Claire l'a rappelé, est absolument diabolique parce qu'il faut être au four au melon en permanence. Et cette pénurie de temps disponible, me semble-t-il, est difficile à appréhender à un moment où il y aura une révolution assez profonde à envisager sur la culture et le comportement des achats dont Vincent tu parlais. Et donc c'est un point important, me semble-t-il, à prendre en considération, sachant que ça s'ajoute à une deuxième pénurie. Alors, on peut parler de pénurie des capitaux. Et je trouve que ça fait bien écho à la situation de toile de fond qu'on connaît là, avec la grogne des agriculteurs sur un secteur que Anne-Claire connaît très bien, mais le monde agricole, où on le sait, le partage de la valeur est un vrai point légitime. Et notamment voilà, de la valorisation du travail et la reconnaissance du métier de ces agriculteurs, mais ce serait, à mon avis, le cas dans bien d'autres secteurs d'activité. Et avec ce contexte VUCA dont Anne-Claire parlait, on sait bien les entreprises vont être assez frileuses à engager des capitaux. Pour autant, elles restent, en tout cas pour les grandes entreprises, désireuses de dégager des résultats confortables. Donc on pourrait probablement parler de sobriété vis-à-vis de l'exigence de rentabilité. Mais cette, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pénurie de capital, me semble-t-il, va devoir être interpellée. C'est-à-dire que cette transformation qu'on doit opérer pour introduire plus de flexibilité, plus de coopération dans la chaîne de valeur, elle ne pourra pas se faire sans s'accompagner d'une réflexion sur la répartition de la valeur et la capacité à laisser les marges de manœuvre d'agir aussi de la part de ses fournisseurs de tout rang. Et donc, voilà, ce sont deux points qui renvoient à des arbitrages qui me semblent sont assez critiques. Arbitrage sur l'affectation des ressources et des talents et arbitrage sur l'affectation des dividendes et des résultats de l'entreprise. Ce tour de table avec l'apport de ces deux dimensions, cette question de l'arbitrage. Je vous propose une question autour des compétences, puisqu'elles ont été abordées par déjà certaines d'entre vous. Toutes les transformations à l'œuvre dont vous avez parlé, certaines très court-termistes, d'autres beaucoup plus dans la prospective, comme le disait Nathalie, qu'est-ce que ça peut changer en matière de compétences?
pour l'acheteur. Vincent nous disait, un acheteur beaucoup plus tourné vers l'externe. Il y a la question aussi de la grande flexibilité qui a été mise en avant. Il y a aussi une dimension aussi de soft skills. On doit mieux communiquer en tant qu'acheteur, se faire connaître. Quel est votre regard, votre vision là-dessus sur les compétences qu'il serait bon d'intégrer maintenant à l'aune de ces grands changements? Je propose de commencer par Anne-Claire sur cette question. Eh ben, je commence de nouveau. Et c'est une grande question, les compétences, parce que ça nécessite de se projeter, dans des besoins qui sont encore peu définis. Parce qu'on parle actuellement beaucoup de décarbonation, mais il y a d'autres sujets qui sont liés ou qui arrivent, comme dont on parle de plus en plus, comme l'eau. Il y a les droits humains, il y a comprendre en fait tous les effets écosystémiques qu'une situation peut engendrer, et Arnaud parlait des pénuries de talents, et en fait, quand on parle de décarbonation, ben, il peut aussi avoir des impacts chez nos fournisseurs en termes de capacité de travail des salariés. Est-ce que dans un monde, qui subit des canicules beaucoup plus fréquentes, le fournisseur sera en capacité de livrer parce qu'il aura les personnes sur place qui seront dans des conditions de sécurité pour travailler malgré une canicule. Et en fait, ça, envisager ça, comprendre que ça peut arriver et comprendre que ça peut avoir un impact sur ces approvisionnements, c'est beaucoup plus puissant que de savoir exactement comptabiliser les émissions de CO2, par exemple. Et pour moi, les enjeux, ils sont beaucoup plus à répondre en termes de capacité de l'acheteur à collaborer, comme disait Vincent, à avoir des soft skills qui lui permettent de cultiver une curiosité sur ces sujets-là, à challenger le statu quo, et à intégrer ces risques de développement durable dans les stratégies d'achat. Donc pour ça, il faut avoir quand même une ouverture d'esprit, il faut avoir une compétence de base dans le domaine, mais on ne peut pas demander aux acheteurs d'être des experts, parce que dans ces cas, il faudrait qu'ils soient des experts sur tout, et finalement, ça les couperait de leur métier d'achat, qui est quand même d'acheter à la base. Et donc, on ne peut pas leur demander d'avoir ces compétences poussées à un point d'expertise. Et on parlait aussi de l'évolution des achats, et on a toujours suivi dans ce métier, finalement, les besoins de l'entreprise. Au début, c'était de l'approvisionnement, on achetait, paf. Ensuite, c'était participer à la marge de l'entreprise, donc on achetait, en connaissant très bien le coût total, d'acquisition. Mais maintenant, ce qu'on demande, c'est d'acheter. C'est plus d'avoir, un prix, c'est d'avoir un produit, finalement. Être capable dans le futur de sécuriser un approvisionnement. Donc le prix et la qualité, c'est bien, mais comment on fait pour avoir un produit? Comment on fait pour avoir un service? Et l'acheteur, il va devoir pouvoir comprendre ça, comprendre, comment il peut mettre en place des solutions pour, répondre à une pénurie, comment il peut intégrer le manque, dans ses stratégies achats, et comment il peut réagir à ça. Et donc il va falloir les former sur les bases, sur le pourquoi il y a ces démarches, quels sont les risques, je reparle encore des risques, hein, mais sur la décarbonation, comprendre ce que c'est une comptabilité carbone, ce que sont les droits humains, ce que peuvent être les risques géopolitiques, et comprendre en fait ce pourquoi, et comprendre également des notions de base pour se poser les bonnes questions sur ce que c'est les notions d'externalité négatives et positives, les analyses de cycle de vie, la maîtrise du risque, les causes conception. Et c'est plus développer une aptitude à comprendre les enjeux et à vouloir y répondre. Et ça, c'est plus que du hard skills, à mon avis, c'est plutôt dans le profil des acheteurs qu'on va recruter, qui vont pouvoir être capables de collaborer, par contre, avec des profils experts que l'entreprise va développer, que ce soit, en développement durable, que ce soit, dans l'éco-conception, et cetera. Mais l'acheteur va être finalement au centre, de toute la chaîne de valeur, pour aller travailler avec les fournisseurs en amont et travailler avec ses clients internes et externes pour pouvoir, répondre, être capable d'assurer la performance de l'entreprise à moyen long terme. En premiers éléments de réponse. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour ces premiers éléments et d'avoir ouvert le temps de réponse sur cette question. Je me tourne à nouveau, pour garder le même ordre, vers Nathalie. Nathalie, Oui. avez-vous des éléments là-dessus?
Oui, alors moi je rejoins tout à fait ce que disait, Anne-Claire. Moi ce que je pense, c'est qu'effectivement on a besoin de tout comme nos organisations se transforment, le métier d'acheteur se transforme et on a besoin de se transformer. Bien sûr, le socle de compétences, il y a un minimum requis. Par contre, en aucune façon, on peut être un expert sur tout. On peut pas être un juriste, au point sur la réglementation, sur la négo, sur plein de choses. Par contre, ce qui est important, je trouve, de plus en plus, c'est d'avoir cette capacité de créer du lien, de beaucoup plus échanger. On le voyait, le rôle stratégique qu'on a, important par rapport à l'interne, pour cette transformation, pour beaucoup plus travailler avec ses clients internes sur l'expression du besoin, mais également d'être en capacité d'aller beaucoup plus dans des relations avec ses fournisseurs de rang 1, rang 2, rang 3. Donc ça, c'est déjà une capacité, plutôt une compétence, donc du lien, beaucoup de curiosité. On parlait de prospective, il faut être en capacité effectivement d'aller capter des infos, peut-être d'utiliser aussi des moyens qui nous sont donnés par les data, par l'intelligence artificielle. Donc, c'est d'être capable d'utiliser, d'aller chercher l'info, d'être capable d'aller sur les réseaux sociaux, j'allais dire, de, voilà, de capter tous ces éléments-là. Donc, et la formation est un point important. Bien sûr, on peut être formé en école d'achat, mais je crois qu'une formation, ça se fait tout au long d'une carrière. Une carrière, c'est long, c'est très long. Et voilà, on ne peut pas dire qu'en sortant de l'école, voilà, on apprend beaucoup sur le terrain. Par contre, régulièrement, effectivement, de pouvoir s'adapter, de s'ouvrir aux autres, je pense que ça donnera déjà des qualités extrêmement importantes pour gérer tout ça. Voilà. Merci Nathalie. Vincent, quelque chose à ajouter? Alors, sur les compétences elles-mêmes, tout a été dit, mais je voudrais prendre le point sous un angle un peu différent, qui est le point du passage à l'action. Parce qu'à la fin, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse avoir des chaînes de valeur résilientes, qu'on puisse avoir des fournisseurs durables, qui respectent nos enjeux sociétaux, environnementaux, etc., bah, il y a un sujet de passage à l'action et je dirais même de passage à l'échelle. Donc, avoir la compétence intrinsèque dont on vient de parler, collaborative, heu, avoir une connaissance générale sur la réglementation, tous ces sujets, évidemment, il y a un besoin nécessaire de faire monter, les fonctions achats à 360 sur ces sujets-là et je le vois tous les jours quand on déploie des académies de formation, pour nos clients, des grands comptes, qui ont entre, 100 et 2 000 acheteurs. Ces sujets sont des sujets nouveaux, qui s'intègrent dans des parcours dans lesquels il y a encore des éléments traditionnels. On veut encore apprendre à négocier, on veut encore apprendre à gérer la relation fournisseur. Donc, viennent se rajouter tous ces éléments complémentaires de compétences. Mais à la fin, c'est comment on va faire en sorte que je passe mon organisation, qui est faite d'acheteurs, elle est capable de passer à l'échelle sur ces sujets qui touchent plusieurs pays, et des milliers de fournisseurs. Je prends un exemple emblématique. Si je ne traite que le carbone, qui est un des sujets, parce qu'il y a aussi tous les autres sujets autour de ça, c'est comment je vais adresser mes objectifs d'entreprise qui sont souvent ciblés 2035, 2050, avec une réduction des émissions pour ces enjeux climatiques. Et finalement, chaque entreprise est compétente sur le sujet, globalement, l'a déjà fait sur quelques fournisseurs, a montré que ça marchait, etc. Et la question, c'est comment je vais le faire sur mes 5000 ou 6000 fournisseurs dans mes 15 pays. On mène une mission actuellement auprès d'un grand groupe de la grande distribution et on s'occupe de ces achats marchands, justement sur la décarbonation de ces sujets-là. Et on voit bien à quel point il y a un sujet de compétence dans l'entreprise, parce qu'il y a des acheteurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc, informez-moi, formez-moi sur le sujet. Et puis, il y a un autre sujet qui est un sujet presque qui est lié au questionnement du rôle et de pouvoir l'assumer et le faire porter par la fonction achat. C'est je suis acheteur, mais moi, pendant 20 ans ou 30 ans, on m'a demandé de négocier, on m'a demandé de gérer des fournisseurs. Et ça change aujourd'hui. Ben, je peux vous assurer que ce sujet, ça devient un sujet de change management. C'est un sujet qui doit être porté par une gouvernance groupe
et qui doit être décliné jusqu'à l'acheteur où qu'il se trouve dans l'organisation. Et donc, c'est un sujet de comment j'embarque mes centaines, milliers d'acheteurs pour embarquer mes milliers de fournisseurs. Il y avait une question sur le chat sur finalement la CSRD qui arrive, comment on fait parce que j'ai un périmètre hyper large. Ben, c'est ça. C'est comment je mets en place un programme qui traite le sujet par la montée à l'échelle. Donc, j'adresse des plans de décarbonation par filière, je forme mes fournisseurs et je sais discerner ceux qui sont très compétents sur le sujet de ceux qui ne le sont pas. Et j'accompagne chaque acheteur sur ça veut dire quoi dans mon plan d'action au quotidien. Ça veut dire quoi concrètement dans les interactions que j'ai avec mes fournisseurs. Et comment je converge entre des actions portées par des fournisseurs et les actions que je vais porter moi en interne. Et je pense que c'est important parce qu'on oublie dans les formations le fait qu'à la fin, c'est pour changer nos pratiques et surtout travailler sur l'action. Et donc, c'est en ce sens, nous, on travaille, en tout cas avec Ecoleur, parce que à la fin, il faut que ce soit le résultat de changements au sein de nos organisations. Si je peux peut-être Oui. compléter. Antoine et Vincent, je suis tout à fait en phase. Après, une fonction achat, enfin, en entreprise, voilà, c'est beaucoup. Voilà, il y a à la fois une direction, il y a des acheteurs. Enfin, je veux dire, c'est tout un groupe. Mais en tout cas, on le voit par rapport par exemple, à la charte et au label relation fournisseur-achat responsable. Ce qui est important, c'est que ce soit porté par la direction générale. Et en tout cas, pour que ce soit infusé quelque part, on est sur des processus d'amélioration continue. Justement, on parlait d'adaptabilité. Donc, il faut que les points soient posés, soit sur le sujet de la décarbonation, sur le point du TCO, enfin sur un ensemble de points. Il faut effectivement donner du sens, que les choses soient écrites, clairement énoncées, et ce qui permettra à chacun aussi d'être mobilisé sur le sujet, d'en prendre tout à fait la responsabilité aussi, en tout cas, et les actions nécessaires. Donc ça, c'est un point qui me semble important dans la formation, cette prise de conscience, mais de montrer effectivement à travers la communication toute l'impulsion qui doit être donnée par les directions générales. Et si je peux me permettre, pour rajouter un peu, pardon Anne-Claire, vas-y, je t'en prie. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nathalie. Cet objet de gouvernance et d'avoir l'impulsion du management est importante, hein, primordiale. Et il faut aussi que l'entreprise comprenne que c'est un enjeu de performance future parce que si elle veut conserver sa capacité à livrer des biens et services, faut la préparer à vivre dans un monde sous contrainte, hein, et à prendre les devants et à pouvoir avoir un avantage compétitif par rapport à ses concurrents le jour où elle met en œuvre en fait ce qu'elle a préparé. Il y a aussi un intérêt économique important parce que parler de sobriété, c'est parler de gaspillage et c'est parler de limiter les gaspillages, que ce soit, des fuites de gaz, l'inefficacité énergétique, commander la juste quantité, utiliser au maximum les ressources dont on dispose et ça se transforme en euros finalement. Donc il y a une performance aussi qui peut se trouver là. Heu et ça, c'est nécessaire d'avoir cette compréhension pour le management qui a un intérêt pour l'entreprise, parce qu'on parlait de temps tout à l'heure et il va falloir donner du temps aux acheteurs pour bâtir cette résilience, pour, se former, pour monter en compétences et prendre le temps avec ses fournisseurs, pour prendre le temps de comprendre ses enjeux et ses risques, et les acheteurs seront en première ligne pour mettre en œuvre ces solutions. Mais il faut qu'ils puissent avoir ce temps dédié pour, identifier et bâtir les solutions et ça, c'est du coup primordial d'avoir, le management embarqué qui redéfinit les objectifs des achats, non pas seulement sur le coût qualité délai, mais sur aussi d'autres enjeux à moyen long terme. Vincent, je vous propose de compléter en 2 Oui, minutes. Je laisserai en 2 ensuite à minutes. Arnaud le soin de conclure cette question, de présenter aussi, puisqu'il a été question de formation, les parcours éco-learn associés aux achats. Vincent, c'est à vous. Je vois deux sujets importants pour rebondir. Le premier, c'est comment rendre visibles ces actions vers le monde externe, et notamment le client final, hein, ceux que nous sommes, les consommateurs. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça engage l'acheteur aussi dans cette construction des informations qui vont être visibles. Je prends un exemple. Un groupe emblématique de luxe, aujourd'hui, travaille sur un indicateur qui est le nombre de mètres carrés de biodiversité détruits par kilo euro
dépensés dans leur boutique. Très intéressant. Et demain, ça sera la quantité d'eau utilisée ou sauvegardée. Donc, on voit bien l'intérêt. Et là, on relie l'amont avec l'aval. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur une des questions de compétences sur lesquelles j'aimerais avoir un petit complément, et je le vois, là, on est en train de construire 2 nouvelles académies pour des groupes, la compétence du data management, de la capacité à comprendre, gérer et traduire de la donnée, elle devient de plus en plus importante et on le voit a fortiori parce qu'on gère de plus en plus d'informations et de données. Et ça fait appel en termes de transformation de la fonction achat, de comment on peut enfin intégrer l'intelligence artificielle pour être au service de cette transformation dont on a besoin dans la maîtrise des données, de l'imprévisibilité et de cette question de projection. Et l'IA est un outil qui est en train de rentrer dans les entreprises. On y travaille fortement. Et je pense que ça, c'est un point majeur aussi dans la transformation de nos entreprises, parce qu'on a besoin de ça. Merci Vincent. Cette question de data management aussi qui avait été effectivement introduite au début par Nathalie quand elle parlait de data et prospective. Ouais. Visiblement, cette collecte de données est essentielle pour conduire les transformations dont il est question. Je passe la parole à Arnaud. Nous arrivons tranquillement à la fin de cette table ronde et il nous restera, je pense, quelques minutes pour prendre une ou deux questions qui ont été partagées dans le chat. Arnaud, c'est à toi. Oui, en guise de synthèse et au risque, enfin, je vais éviter de redire ce qui a été déjà énoncé avec clarté et avec beaucoup de détails. Mais nous, chez Ecolab, on a tendance à dire qu'il y a 3 grands champs de compétences qu'il s'agit d'appréhender dans les formations en lien avec ces enjeux de développement durable dans les métiers. Il y a un champ de compétences qui est plutôt opérationnel, les outils, les méthodes, les pratiques, et la compréhension d'ensemble des enjeux. Il y a un deuxième champ de compétences qui est plus de la portée stratégique, la vision, la compréhension systémique de ces sujets-là. Et puis le troisième champ de compétences, c'est le soft skills, c'est la gestion de l'humain, c'est-à-dire à la fois son attitude, son comportement personnel et sa capacité à interagir avec les autres. Donc sans refaire le tour d'horizon, mais quelques précisions sur ces 3 pôles. Donc dans le champ de compétences opérationnelles, la bonne nouvelle, c'est que c'est le plus facile à acquérir. Beaucoup de méthodes sont déjà connues, maîtrisées par les acheteurs, mais certaines doivent être étendues. Je pense par exemple à la cartographie des risques, qui est imposée par le devoir de vigilance et demain par la CS3D. Faire une cartographie des risques, c'est tout sauf nouveau. Les acheteurs le font depuis la nuit des temps. Simplement, il faut chausser des nouvelles lunettes et le faire avec une attention sur des sujets nouveaux. Donc ça s'apprend. Je voulais parler du data et de la question de la data, mais Vincent vient de le faire, mais ça fait partie, je pense, des compétences nouvelles qui sont pas nouvelles en réalité, parce que pareil, manipuler de la data fournisseur, c'est des choses qu'on sait faire depuis longtemps. Simplement, il va falloir aller chercher des données nouvelles qui se concrétisent plus en euros seulement ou en d'autres données, mais qui vont être voilà, des mètres cubes, des kilowattheures ou des tonnes de produits. Etc., etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est des choses qui s'acquièrent facilement, c'est que le champ de jeu, il est assez délimité par les réglementations et la CS3D, j'imagine, va avoir un effet très de clarification très important sur ces éléments de méthode. Le deuxième pôle de compétences, c'est les éléments stratégiques. Et là, je tiens à souligner le fait que, alors c'est un point de vue très personnel, mais j'ai le sentiment que cette nouvelle donne de durabilité en entreprise, c'est pour moi une opportunité phénoménale de redonner de la valeur et de l'importance à la fonction achat. Non pas qu'elle n'en avait plus, mais j'ai tendance à penser que c'était une fonction qui avait peut-être été écartée des fonctions phares de l'entreprise au détriment notamment de la fonction finance qui a pris beaucoup de place ces dernières décennies. Et j'ai voilà, c'est nourri d'une réflexion assez simple, mais à partir du moment où la réglementation confère une responsabilité aux entreprises des impacts élargis sur leur chaîne de valeur, socio-environnementaux. Et à partir du moment où, on le sait, selon les secteurs d'activité, le poids des impacts socio-environnementaux est entre 50 et 99 porté par le scope 3, le fameux scope 3, pour beaucoup qui sont plutôt les scopes amont. Et qui est l'interlocuteur des scopes amont? C'est les achats. Donc à partir du moment où l'entreprise doit se préoccuper, de ses préoccupations sociales environnementales élargies, les achats vont être le bras armé pour faire ce travail dans une perspective qui sera beaucoup plus stratégique qu'opérationnelle, me semble-t-il. Et je pense que, alors,
il y a plusieurs illustrations, mais la capacité à gérer le grain de sel, enfin, ou le rouage qui ne sera pas parfait comme Anne-Claire le présentait, pour moi, c'est clairement une réflexion stratégique que doivent mener les achats avec leur direction générale et avec toutes les directions impliquées dans l'entreprise, parce que c'est une nouvelle fonction de réagir. Je crois aussi que les achats doivent se montrer plus politiques. Je vais prendre un exemple. On connaît tous la marque C'est qui le patron dans l'alimentaire, qui a introduit une nouvelle façon de voir le produit et la réflexion sur la valeur. Je pense que demain, ces réflexions-là devraient être introduites par les directions achats. Et les directions achats devraient avoir cette stratégie politique pour aller chercher des partenaires, des sponsors en dehors de l'entreprise pour défendre de nouveaux points de vue et notamment au bénéfice de ces fameux enjeux sociaux environnementaux qui sont portés dans leur chaîne de valeur. Et donc, c'est une nouvelle attitude que les directions achats et les CPO doivent apporter en disant je vais proposer des champs de gouvernance, des champs d'influence qui doivent être un peu différents par rapport à ce qu'on peut porter aujourd'hui. Et puis, j'irai très vite sur le dernier champ qui est du soft skill. On a beaucoup parlé, mais le maître mot pour moi, et qui sera particulièrement vrai dans la fonction achat, c'est la coopération. Tant en externe qu'en interne. C'est-à-dire qu'il va falloir être en mesure de changer d'état d'esprit de plus en plus vis-à-vis de sa relation avec les fournisseurs et de se tourner vraiment dans une collaboration, une entraide, même si l'enjeu de compétition existe toujours et donc tout ce dilemme de la coopétition. Mais la coopération, elle est tout aussi interne sur la capacité à créer beaucoup plus de transversalité avec les fonctions design, les fonctions produits, les fonctions marketing, puisque tout ça représente une chaîne. Et pour reprendre l'exemple de C'est qui le patron, on peut proposer des schémas d'approvisionnement différents, des schémas de répartition de la valeur différents en amont, mais si la communication produit et client ne suit pas en aval, il y aura une rupture qui ne sera pas forcément facile à gérer, qui pourrait nuire aux ventes de l'entreprise. Donc voilà pour finir, j'espère ne pas avoir trop répété et de pas avoir trop pris de temps. Je crois, et sans faire une démarche commerciale trop visible, mais Antoine, tu voulais qu'on puisse présenter en quelques mots l'offre de formation EcoLearn, donc que vous avez synthétiquement sous les yeux. Alors, je vais parler tout particulièrement des formations qu'on propose en matière d'achat pour la fonction achat. Alors, on a deux grandes typologies d'intervention, ce qu'on appelle inter, intra. Inter, ça veut dire on va réunir des gens qui prennent de différentes entreprises, différentes backgrounds, et ils vont s'inscrire dans une promotion qu'on va animer. Alors, ça peut se faire de façon digitale ou présentielle. Alors, on a deux formations typiquement pour les achats qui ont toutes les deux été co-construites avec BuyerWay, qui est un cabinet de conseil spécialisé en achat responsable. Donc, une formation digitale qui dure à peu près 20-30 heures que vous suivez en ligne sur une durée de 3 mois. Et une formation qui s'adresse pour approfondir encore plus, une formation présentielle de 5 jours qui vous permet d'approfondir beaucoup plus la compréhension de ces différentes compétences, sachant que le socle de ces parcours s'appuie beaucoup sur, jusqu'à présent, le devoir de vigilance français et demain de plus en plus sur la CS3D, mais on navigue sur tous les terrains d'intervention traditionnelle et des achats responsables. Et puis, on délivre aussi des formations en entreprise, intra, notamment, Vincent l'a évoqué en partenariat avec Bayo, qui sont sur mesure spécifiquement, systématiquement. Donc, le principe, c'est de comprendre les besoins exprimés par le client, savoir à qui elle s'adresse. Ça peut être aussi bien les acheteurs, et ça nous arrive de plus en plus former aussi les fournisseurs des fonctions achats, et donc délivrer des parcours sur mesure qui peuvent être présentiels, distanciels, hybrides, et qui mobilisent la plupart du temps des dispositifs d'animation. Et ça me permet de dire un mot de la boîte à impact, qui est un jeu que nous avons inventé chez EcoLearn et qui vise à faire réfléchir les participants sur les grands enjeux de développement durable. D'une part, les risques et opportunités business que ces questions de durabilité font naître sur une chaîne de valeur. Donc, en fait, on pose la chaîne de valeur d'une entreprise et après, on a cette réflexion en double matérialité pour ceux qui sont familiers, pour aider ludiquement les personnes à s'approprier les grands enjeux de l'entreprise. Voilà, je n'en dirai pas plus et on se tient évidemment à votre disposition, les équipes de Bayo et nous-mêmes EcoLearn, pour vous donner plus de précisions sur ces dispositifs de formation. Merci Arnaud. Il nous reste quelques minutes pour prendre peut-être une ou deux questions dans le chat. Je me tourne d'abord vers nos intervenants, intervenantes. Y a-t-il une question que vous avez vu passer à laquelle vous voulez de répondre? Si je peux la proposer. Nathalie, Anne-Claire, Vincent.
Dans ce cas, je vous propose de prendre, J'en avais vu une, hein. oui, Excuse-moi, Anne-Claire. j'ai pas remis Oui, mon micro assez vite, hein. Sur, attends, faut juste que je la retrouve. C'était sur, le manque d'anticipation. C'est Anne-Gaëlle Le Pennec qui a posé cette question sur le manque d'anticipation de formation sur la sobriété achat et dialogue nouveau avec les fournisseurs. Et en fait, oui, ça fait des années qu'on en parle, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle au niveau des achats. On parle, de ces sujets dans l'entreprise, mais c'est assez récent qu'on comprend, les impacts. On parlait de 55 à 90 des impacts, de CO2 des achats. C'est quand même des données qui sont récentes et qu'on comprend, maintenant. Et un des enjeux aussi, c'est le temps consacré, enfin avoir des personnes qui sont capables de proposer ces formations en interne ou en externe. C'est en externe, ça se développe depuis quelque temps, mais c'est récent aussi. En interne, toutes les entreprises n'ont pas, une fonction achat responsable ou, développement durable pour pouvoir promouvoir et pousser ces sujets et développer les outils de formation. Et également, il y a peu de, c'est peu ciblé en fait. Pour avoir fait ça chez Air Liquide, pour pouvoir faire une formation sur les achats responsables, la décarbonation, les droits humains, et cetera, par rapport à notre besoin spécifique, par rapport au temps disponible des acheteurs, il y a peu de formats de formation qui existent déjà. Et donc, il faut créer et ça prend du temps. Et en plus, comme c'est des compétences nouvelles, il y a vraiment un temps où il faut vraiment se poser des questions, comprendre ce qu'on va vouloir dire, ce qu'on va vouloir attendre et avoir une stratégie un peu derrière pour pouvoir, vraiment affiner les messages. Donc c'est un enjeu de temps à consacrer à ça et de faire monter progressivement des acheteurs qui n'ont pas forcément eu, quand on parlait des acheteurs qui sont en poste depuis plusieurs années, ce genre de sensibilisation, de formation déjà auparavant dans leur parcours, académique. Donc on part de zéro et on doit aller vers quelque chose qui est assez peu défini pour le moment. Donc ça a créé un peu de la difficulté pour arriver à sortir quelque chose qui fasse sens. merci Anne-Claire. Des envies de compléter cette réponse? Nathalie, Vincent, Arnaud? C'est clair. Il y avait une micro-question sur la flexibilité contractuelle dans le Allez-y chat. Vincent. Je voulais juste dire que ce sujet-là, en fait, c'est un sujet nouveau qui fait peur aux entreprises et qui nécessite de l'ingénierie. C'est-à-dire là, on a besoin, de repositionner la relation et de réfléchir comment on peut contracter de façon plus intelligente avec des variables très inconnues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire introduire davantage de notions de modèles de coûts avec des liens sur des index qui font évoluer les coûts à la hausse comme à la baisse. Et ça, je sais que les entreprises ont plutôt peur, mais ça veut dire qu'il faut aller vers ces modèles-là. Euh, on peut mettre des garde-fous, mais il faut donner de la flexibilité sur le coût. Et puis, c'est aussi creuser la question de co-investissement. Quand on demande à des verriers de changer leur outil de production pour réduire les impacts, les émissions, et c'est des gros investissements, il y a d'autres fabricants d'acier, etc., qui ont les mêmes questions, il leur faut de la visibilité. Et donc, qui dit visibilité, des contrats sur le long terme, euh, des partages de l'investissement sous quelque forme que ce soit hein, dans le prix. Et tout ça, ça se définit finalement, on peut le définir avec une ingénierie contractuelle adaptée. Mais c'est une autre façon de considérer finalement une approche contractuelle classique. Voilà, vraiment de façon très résumée. Merci Vincent de ne pas avoir laissé cette question sans réponse dans le chat. Je vois qu'il y en a qui continuent à arriver. J'imagine que l'échange pourrait se poursuivre tant le sujet est dense et que vous auriez des choses à apporter. Je vous propose d'arriver tranquillement à la fin de ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs, sur cette question des compétences durables, je vous propose en lien avec ce webinaire une enquête qui est menée pour la 3e année par Ecolearn autour des compétences destinées à porter la transformation de nos entreprises dans le secteur achat et de manière plus transverse. C'est un baromètre que nous éditons en partenariat avec le groupe AEF et Talents for the Planet depuis maintenant 3 ans. Vous recevrez le lien pour remplir ce questionnaire d'enquête dans le mail replay du webinaire, puisque vous aurez également accès au replay de cette vidéo ainsi qu'aux slides qui ont été partagés. Merci pour les personnes qui se manifestent dans le chat sur la richesse des échanges. Je, je me joins à elles pour vous remercier, Nathalie, Anne-Claire, Vincent et Arnaud, pour la clarté de vos prises de parole, pour votre écoute, pour les différents rebonds. Un webinaire très très riche dont on comprend qu'il est aujourd'hui nécessaire de challenger le statu quo, d'aller vers plus de résilience, de se dire que l'acheteur n'est tourné vers l'externe, qu'il doit notamment relancer et renforcer des relations
avec ses fournisseurs dans des logiques aussi de coopétition. Nathalie, Arnaud, vous en parliez. Et puis, qu'il doit faire preuve de curiosité. Et dans ce sens-là, la formation est un point absolument essentiel, que ce soit d'un point de vue opérationnel, d'une compréhension systémique des enjeux, et également dans le relationnel sur la question des soft skills, puisque comme le rappelait Nathalie, on se forme en école, mais on a ensuite une longue et j'espère passionnante carrière. Il est toujours question de s'interroger, d'apprendre à faire différemment, pour justement, comme le disait Vincent, passer à l'action, passer à l'échelle et comprendre que les achats ont une dimension nouvelle à prendre, qui est plus stratégique, et comme le disait Arnaud, même politique. Alors passons à l'action et on espère que ce webinaire vous aura donné de l'énergie, de l'envie d'entreprendre et une vision long terme qui, on l'espère, est alignée avec le besoin de transformation de nos modèles. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux Merci personnes qui ont beaucoup. suivi ce rendez-vous et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Merci.